Mais sa structure anatomique et vasculaire, son surmenage fonctionnel, parce qu'on l'a sollicité à plusieurs reprises dans l'élévation, dans l'abduction, dans la rotation, rend son athlète dégénératif très long. Si on a à définir la pathologie de la voix, c'est un syndrome d'origine conflictuelle. Donc, il y a un ensemble de conflits. Conflit entre quoi et quoi? Un conflit entre le muscle et cette voûte acromio-claviculaire qui est au-dessus, qui est le toit de ce muscle de la voix. Donc, c'est un syndrome d'origine conflictuelle entre la coiffe des rotateurs et cette fameuse voûte, on la voit ici, cette fameuse voûte acromio-coracoïdienne responsable de ces tendinopathies. Il faut savoir que, à force de solliciter ces muscles, on va aboutir à une dégénérescence. Mais ça reste quand même à discuter. Il y a deux théories, on va les voir après. Mais il faut savoir que, selon NIR, il considère que et la pathologie l'épaule douloureuse simple et l'épaule pseudo-paralytique, ça veut dire qu'on ne peut même pas faire l'abduction, ça rentre dans le même cadre, ça veut dire qu'il y a le conflit et le stade évolutif est différent. Il y a toujours le conflit, mais le stade évolutif est différent. De la simple douleur qu'on ressent au niveau de l'épaule jusqu'à la douleur, il n'y a pas de douleur, mais il y a autre chose qui est plus importante, qui est la paralysie. Une pseudo-paralytique, c'est-à-dire que le sujet ne peut même pas faire le mouvement d'abduction ou la surélévation. Ouais, il faut savoir que l'intérêt, par rapport à la fréquence, c'est très grand. La gravité, elle touche une articulation hypermobile. Le diagnostic, quant à lui, est basé sur l'interrogatoire, l'examen clinique bien minutieux, mais surtout actuellement des examens complémentaires, surtout l'IRM et l'échographie. Le traitement, ça c'est du cas. Le traitement, on traite déjà la lésion si elle existe. Et pour bien traiter, il faut une meilleure connaissance et l'anapathe et la physiopathe de ces lésions musculaires. Jusqu'à maintenant, il y a une question. Qu'est-ce que vous préférez? Vous posez des questions au fur et à mesure ou à la fin? Je préfère au fur et à mesure. Parce qu'à la fin, vous n'aurez rien figé. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous en pensez jusqu'à maintenant? Il y a des questions à poser? On continue. L'épaule est considérée. On a deux étages. L'épaule et l'articulation, elle était mobile, mais elle est considérée qu'il y a deux étages. L'étage acromio-claviculaire, une deuxième étage externo-claviculaire, bien sûr, la sternio et l'acromio-claviculaire, premier étage, et le deuxième étage, c'est l'articulation unéro-glénoïdienne proprement dite, et aussi les pseudo-articulations qui est les boursereuses articulaires. Donc, qui dit qu'il y a deux étages, si on considère qu'il y a deux étages, ça veut dire qu'il y a entre les deux étages, il y a des éléments. C'est pour ça qu'on a préféré les scinder en étages, parce qu'entre les étages, c'est là où réside le problème, ou là où il y a ce phénomène de conflit. Juste un rappel que tout le monde le sait, on dit que la tête, il y a trois salis, la tête, le trochiter, le trocar, la cavité glanulaire renforcée toujours par un bourrelet, et aussi l'utilité des ligaments, des noyaux humérales inférieurs, moyens et supérieurs. Donc juste un rappel que tout le monde connaît. Mais aussi, il est préférable ou il est intéressant de connaître cette voûte acromio-deltoïdienne. Cette voûte acromio-deltoïdienne qui est comme une tente. On a, très important, on a l'acromion, puis après, on a le ligament acromio-claviculaire qui s'insère avec la coracoïde, et il y a aussi le tiers externe de la clavicule. Cette voûte-là, elle est le toit des muscles de la voix. Sans oublier aussi les boursereuses, parce que les boursereuses ont leur rôle aussi, parce que c'est eux, en fait, leur atteinte est responsable beaucoup plus
de l'épaule. Le plancher. On a parlé de quoi? De toit, qui est l'acromion, le lac, le conduit et le tiers externe du cuir. Et il y a le plancher qui est formé par des muscles qui sont les muscles de la coiffe, à savoir le sus-épineux, le supra-épineux, le sous-épineux et le petit rang et le sous-scapulaire. Donc les appellations ont changé. On va se contenter des nouvelles appellations. Donc, le muscle, on va commencer par le muscle subscapularis. Le muscle subscapularis, là, ce muscle-là, par contre, il est antérieur. Il est antérieur. Il fait partie des muscles de la coiffe, mais il est antérieur. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans le lot des muscles postérieurs, il est là, antérieur, le subscapularis. Il s'étend de la fosse antérieure sous-scapulaire et il s'insère au niveau du trocar. Donc, il est important dans la rotation interne et il adhère complètement à la capsule antérieure. D'ailleurs, si on veut faire, par exemple, une luxation légèrement de l'épaule, si on veut faire l'intervention, il faut bien la dissocier ce muscle sous-scapulaire de la capsule. Et on risque parfois de faire des arthrotomies accidentelles parce qu'il est tellement adhéré à cette capsule. Le supraspinatus, quant à lui, il vient du postérieur. Donc il s'insère au niveau de la fosse sus-épineuse, parce qu'il faut savoir qu'il y a l'épineuse, la crête épineuse, là, qui est sus-épineuse et se termine au niveau, quant à lui, à la face supérieure du trochitaire. Donc il est innervé par le nerf scapularis. Son accent, il est rotateur, abducteur, jusqu'à un angle droit. Donc, jusqu'à 90, c'est lui qui va assurer avec la scapula, plutôt avec le deltoïde, l'abduction. C'est un élément actif de l'épaule. Mais il faut savoir qu'il est intéressant de connaître ces muscles-là. Il est intéressant de connaître ces muscles-là. C'est pas parce que juste pour faire rappeler. Parce que là, pour faire des rappels anatomiques, mais non, il faut les connaître parce que vous serez peut-être amené à libérer ces muscles-là. Donc, si vous avez par exemple une rupture, et cette rupture, il y a une rétraction tendineuse, donc il est nécessaire d'aller réséquer, disséquer et libérer ce muscle afin de pouvoir tirer ce tendon qui est rétracté. Donc il est intéressant de connaître et c'est l'origine de ce muscle et sa terminaison et aussi ses innervations parce que vous risquez peut-être de blesser le nerf dans sa libération. L'infraspinatus, quant à lui, il est triangulaire aussi. Maintenant, il part de la fosse sous-épineuse. Il y a la crête épineuse. Là, il est sous l'épineuse et se termine, quant à lui aussi, au niveau du trochitaire. Il est comme avec le petit rang. Il est innervé aussi par le muscle sous-scapulaire. Donc, il est aussi rotateur externe et aussi, il est abaisseur de la tête unérale. Le muscle terrestre ou le petit rang, il est aplati. Alors on le voit ici, il est aplati, on le voit ici, regardez. Donc il est aplati, allongé, il est plus court, il s'insère quant à lui au niveau de l'omoplate, il part de l'omoplate, il s'insère aussi donc il est plus court issu du bord externe de l'omoplate, il s'insère aussi au niveau du trochitaire. Donc, il y a le sous-épineux, le sus-épineux et le petit rang qui s'insère au niveau du trochitaire. Donc, il est innervé, quant à lui, par le nerf circonflexe et son accent est un rotateur externe aussi et abaisseur de la tête unérale. Donc,
On a deux nerfs, on a deux muscles qui sont innervés par le sous-scapulaire et un nerf et un muscle innervé par le nerf circonflexe. Tous ces muscles. Et il y a aussi le subscapularis, comme on a dit, il est antérieur et il est innervé aussi par le nerf sous-scapulaire. Le tendon de la longue portion du biceps, c'est un muscle important parce qu'il est intra-articulaire déjà. Il est intra-articulaire, il passe dans l'intra-articulaire et il passe après dans la gouttière qui sépare le troquin du trochidère. Il est stabilisateur de l'épaule. Et il peut, des fois, se luxer de sa gouttière et entraîner des instabilités de l'épaule. Donc, il est intéressant aussi de le connaître et on peut aussi faire, il est sujet à des ténodèses ou bien carrément, on peut le rompre ou le couper à titre thérapeutique. Le deltoïde. Le deltoïde, c'est le principal abducteur du membre supérieur. Donc, il assure l'antépulsant, la rétropulsant, le bras. Il faut savoir que ce deltoïde est composé de trois faisceaux, l'antérieur, le moyen, le médial et le postérieur. Et chaque portion a son utilité. Maintenant, les bourses séreuses, ils sont en nombre de 4. Donc, ces bourses séreuses sont réparties dans l'articulation. Il y a des bourses séreuses sous le scapulaire, il y a la bourse séreuse décipitale, il y a la bourse séreuse sous le deltoïde et la bourse séreuse sous la coracoïde. Il faut savoir que ces bourses séreuses, elles communiquent parfois avec l'articulation. Les bourses séreuses communiquent avec la cavité articulaire. Donc, ces bourses séreuses, elles sont hyper innervées. C'est-à-dire quand il y a, par exemple, on dit souvent dans les échographies bursite, et le tableau clinique symptomatologique, il y a le gars qui a mal. J'ai mal au niveau de l'épaule, vous examinez la coiffe, vous trouvez qu'il n'y a pas vraiment une lésion de la coiffe, mais tu vois qu'il a mal. Tu demandes une échographie et le gars revient avec une bursite. Ça veut dire que ce n'est pas la coiffe qui est affaire, mais c'est la bourse séreuse. Et pourquoi il a mal? Parce que ces bourses séreuses, elles sont hyper innervées. Donc, la moindre inflammation des bourses entraîne en quelque sorte des douleurs. Et ils sont considérés quand même comme des espaces de glissement. C'est des espaces de glissement. La vascularisation. La vascularisation en général, elle est assurée par l'artère circonflexe antérieure et postérieure, l'artère scapulaire et l'artère acromio-thoracique. Ils sont anastomosés entre eux. Mais il faut savoir une chose, quand on veut parler de la vascularisation de la coiffe de rotateur, il faut savoir que à 1,5 cm de l'insertion du supraépineux, donc il y a une zone qui n'est pas vascularisée. On dit que c'est une zone critique avasculaire. Et c'est là, quand il y a une hypersollicitation, elle peut être à l'origine de l'ischémie. À 1,5 de l'insertion de ce tendon, ce subscapulaire, non, c'est le supraépineux. Donc, là, à 1,5 cm de son insertion, il y a une zone qui est avasculaire. Et quand on sollicite ce muscle de façon accrue, du fait qu'il y a une vascularisation moindre, elle peut entraîner une ischémie. Et quand on parle d'ischémie, ça veut dire qu'il y a une nécrose. Et quand on parle de nécrose, ça veut dire que ce tendon-là, peut par la suite se rendre. D'accord? Donc, hypersollicitation, il y a une hypovascularisation, ischémie, nécrose et peut-être rupture. Donc, en somme, il y a un appauvrissement vasculaire. Cet appauvrissement vasculaire, il est dû par l'hypersollicitation et aussi l'âge. Avec l'âge, quand on évolue dans l'âge,
il y a aussi le risque de dystérie où l'électrode évolue. Donc, et ça peut expliquer un peu cette théorie de dégénérescence, parce que ce que je suis en train de dire, ça va nous amener vers la théorie de dégénérescence. Pourquoi il y a une lésion? Est-ce que la lésion, oui, il y a une hypersollicitation, oui, il y a l'âge qui est avancé, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a une dégénérescence? Ça peut être expliqué par cette histoire d'hypovascularisation ou zone critique à 1,5 cm de l'insertion du suprautérine. Là, ce schéma-là, j'ai préféré le mettre. Ça parle de la mobilité de l'épaule. Ça parle de la mobilité de l'épaule. Et ça révolutionne un tout petit peu, les idées qu'on a reçues. Pourquoi ça révolutionne un peu les idées qu'on a reçues? Parce que nous, dans notre enseignement, ils nous ont dit que, on a lu que quand on fait l'abduction à 90, elle se fait au niveau de l'articulation scapulo-humérale ou gléno-humérale. Et à partir au-delà de 90, d'autres articulations vont intervenir, à savoir la l'acromioclaviculaire et la sternoclaviculaire et même la scapula par son espace, par son glissement dans l'articulation scapulo-thoracique. Mais là, qui peut l'expliquer ce schéma? Qui peut l'expliquer ce schéma? Je vous résume la chose. Ils disent là, ce schéma dit que de 0 à 30 degrés, quand je fais ça, de 0 à 30 degrés, la scapula ne bouge pas. La scapula reste stable. Comme si il y a un starter au mouvement. Il y a un starter au mouvement. Quand je fais le mouvement 30 degrés, le mouvement va se faire, et pour qu'il se fait de 0 à 30 degrés, la scapula doit être stable. Elle est stabilisée sur la thorax. Elle ne bouge pas. Et le mouvement se fait au niveau de la gléno-humérale. À partir de 30 à 60 degrés, 90 degrés, il y a une mobilité de l'omoplate à 30 degrés. Il y a une mobilité de l'omoplate à 30 degrés. Cette mobilité de l'omoplate à 30 degrés, elle est régie par quoi? Elle est régie par l'articulation acromioclaviculaire et sternoclaviculaire. Ça veut dire que ces deux articulations ont été mises en action déjà avant le 0,90. Qui a saisi le sens? C'est-à-dire, en début, on disait qu'à 90, et à partir de 90, commence l'articulation acromioclaviculaire et sternoclaviculaire. Mais non, déjà, de 0 à 90, il y a participation de ces deux articulations. Comment ils peuvent participer? Ils peuvent participer par une mobilité de la scapula. Et pour atteindre un niveau de 180 degrés, la scapula doit se mobiliser de 60 degrés et l'articulation gléno-humérale doit s'articuler à 120 degrés. D'accord? Et tout ça se fait de 30 degrés à 180 degrés. Donc, du coup, il y a un peu des idées reçues. Donc, il y a des études qui ont été faites qui ont vraiment amélioré cette cinétique de l'épaule. Qui n'a pas compris? Il y a des questions. Prenez le schéma et
réfléchissez dans ce livre. On a vraiment. Donc, selon l'étude des forces, on va parler de la cinématique de l'école. Selon l'étude des forces musculaires, on a le subscapularis qui développe la plus grande force, suivi des couples d'infraspinatus, le terraspinatus, puis le supraspinatus. Là, ce qu'on retient dans ce paragraphe, on retient que c'est le subscapularis qui fournit le plus grand couple de force. Mais il faut savoir que c'est l'articulation scapulo-humérale, elle est caractérisée par son incongruence. Elle est caractérisée par son incongruence parce que pourquoi? Parce qu'elle est comparée à un ballon sur une assiette. Donc quand on dit un ballon sur une assiette, ça veut dire qu'il y a une incongruence. Il y a une incongruence énorme. D'accord? Il y a une incongruence énorme. D'accord? Donc il faut qu'il y ait des phénomènes ou des choses qui vont régler cette incongruence. Déjà, il y a le bourrelet, les ligaments humérales, supérieur, inférieur et moyen. Mais il n'y a pas que ça. Tout ce mouvement-là, ou cette incongruence-là, va être réglé par un autre phénomène. C'est quoi là? Il est considéré quand même comme complexe. Et il faut savoir que pour qu'on puisse faire un 180 degrés aussi, il faut qu'il y ait un effet de roulement de la tête, un glissement de la tête et aussi une rotation externe de la tête. Donc, là, quand on fait le mouvement juste ici, il y a le mouvement de roulement et de glissement. Parce qu'on dit que si la tête ne fait que rouler, si elle ne fait que rouler, elle va partir rapidement et en dehors. Donc il faut qu'il y ait un mouvement de glissement. Et si le glissement se fait, s'il n'y a que le glissement, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura une atteinte cartilagineuse, il y aura une arthrose accélérée. Donc, il y a le roulement couplé à un glissement et il y a aussi le phénomène de rotation externe. Qui peut m'expliquer le phénomène de rotation? Pourquoi il y a un phénomène de rotation externe? Il y a le glissement, on apprend le roulement, le glissement, plus ou moins la compris. Mais pourquoi il y a une rotation externe? Pourquoi il y a une rotation externe? Le recentrage de la tête. Non. Pourquoi il y a une rotation externe? Qui peut m'expliquer la rotation externe? Qui peut m'expliquer la rotation externe? Il y a une rotation externe pour que le mouvement jusqu'à 180 degrés. Pourquoi il y a une rotation externe? Pourquoi il y a une rotation externe? Le glissement, le mouvement, il y a aussi la rotation externe. Pourquoi il y a la rotation externe? Qui peut m'expliquer la rotation externe? Non, c'est pas ça. D'accord. Je vais vous expliquer pourquoi il y a le phénomène de rotation. C'est carrément mécanique. Quand on fait l'abduction, automatiquement, qu'est-ce qu'il y a? Il y a que le trochiter va buter contre cette fameuse voûte acromiale. Le trochiter, le trochiter va buter contre la voûte acromiale, acromio-claviculaire. Et pour que ce trochiter se dégage de cette voûte, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une rotation externe. Et tout est machinal, tout est automatique. On ne peut pas, je vais faire une rotation externe. Non, tout se fait de façon automatique. Donc, roulement, glissement, rotation externe, ça veut dire que tu vas dégager le trochiter qui va buter, il va prendre une butoir,
comme un but qui va buter contre la voûte. Et pour dégager ce profil d'air, il faut qu'il y ait une rotation externe et le mouvement va continuer et faire la surélévation antérieure. Donc, cette complexité, lors de l'élévation antérieure, va entraîner un mouvement de roulement, de glissement et surtout de rotation externe. Qui n'a pas compris. Donc, roulement, retenez, roulement, glissement et rotation externe. Maintenant, toujours dans l'ordre des. Pour que le mouvement puisse se faire aussi, pour que le mouvement de l'élévation puisse se faire aussi, il faut aussi qu'il y a une stabilité. Il y a toujours une histoire de stabilisation. Il y a une stabilisation il y a un équilibre. Il y a un équilibre entre un système moteur et un système stabilisateur. À votre avis, c'est qui le système moteur? C'est le deltoïde. C'est le deltoïde qui est le système moteur du bras. Et j'imagine que le système stabilisateur, c'est les muscles de la coiffe des rotateurs. Donc il faut qu'il y ait un équilibre entre ce système moteur qui est représenté par le deltoïde, le grand pectoral. Le grand pectoral, c'est un adresseur. Hein. Le grand pectoral et le grand dorsal, et les muscles stabilisateurs qui sont les muscles de la coiffe de rotateur. Donc là, schématiquement, il y a, mais ça diffère en fait. Hein, ça diffère entre le mouvement à 30 degrés, le mouvement à 180 degrés. Vous voyez là qu'il y a carrément un changement de direction de muscle. Mais il faut savoir qu'il y a un équilibre. Il faut qu'il y ait un équilibre entre le système moteur qui est le deltoïde, le principal c'est le deltoïde, et le système stabilisateur qui sont les muscles de la coiffe des rotateurs ainsi que le long biceps. Donc, toujours dans l'ordre des idées, donc l'action stabilisatrice, pourquoi l'action stabilisatrice consiste en quoi? Consiste ce phénomène de roulement et aussi le centrage actif, de glissement et aussi la rotation externe. Mais toujours est-il, ils disent qu'il n'y a que le deltoïde qui a un effet moteur. Mais non, il y a aussi une action combinée du supraspinatus. Mais à quel moment? De 0 à 90. Et puis il arrête son action. De 0 à 90, il y a aussi l'action du supraspinatus qui agit aussi comme un élément moteur à l'abduction. Donc, on a dit que cet équilibre entre l'effet moteur et l'effet stabilisateur. L'effet stabilisateur consiste en quoi? Consiste en deux actions. Premièrement, l'action de roulement et le deuxième action, l'action de recentrage ou de glissement. D'accord? Et tout ça pourquoi? Pour empêcher ce fameux conflit. Pour empêcher ce fameux conflit entre les muscles et la voûte acromio-claviculaire. Pour qu'il n'y ait pas ascension, parce que vous allez voir que quand il y a un déficit, des muscles de la coiffe, il y a une ascension de la tête. Et qui dit ascension de la tête, ça veut dire qu'il y a un élément qui ne travaille pas bien, un stabilisateur qui est défaillant, et quand on a une ascension de la tête, ça veut dire qu'il y a tout simplement une compression ou une lésion du muscle de la coiffe du frottement avec l'acromion. Et pas que l'acromion, il y a toute la voûte qui peut être à l'origine de ce frottement des muscles de la coiffe avec la voûte. Donc, dans ce cas-là, il y a une perte d'équilibre entre
les moteurs et les stabilisateurs. Donc, ça va nous amener aussi par la théorie mécanique. La théorie mécanique, parce qu'il y a en fait deux théories. Pourquoi il y a une Athènes de la loi? L'athènes de la loi qui due peut-être, selon les théories, à deux raisons. La première raison, c'est la théorie mécanique. Il dit qu'il y a une hypersollicitation, il y a un conflit, une hypersollicitation, un conflit entre les muscles de la coiffe et cet acromion ou la voûte acromion-perpendiculaire. Et il y a aussi la deuxième théorie, la théorie de dégénérescence. On en a parlé avant, la théorie de dégénérescence, c'est-à-dire que, à cause de cette zone d'hypovascularité, donc il n'y a pas une hypovascularisation à 1 cm réduit de l'insertion du supraspinatus, donc il y a après hypersollicitation ou bien à cause de l'avancée dans l'âge, donc il y a ce qu'on appelle une hypovascularisation, ischémie et nécrose, rupture. Mais ça reste toujours l'histoire qui a pondu l'œuf ou le corps. Toujours, parce que est-ce que c'est la rupture qui a entraîné la dégénérescence ou la dégénérescence qui a entraîné la rupture? Donc, toujours il y a cette question à poser. Mais une chose est sûre qu'il y a des zones de conflit. Le zone de conflit le plus connu, c'est le zone antéro-supérieur. Avec l'acromion, il y a un conflit, il y a comme un frottement entre l'acromion et les muscles de la coiffe. C'est à la partie antéro-supérieure, mais aussi il y a l'antéro-inférieur avec le bord supérieur de la glène. Donc il peut aussi être à l'origine de ce conflit aussi. Il y a aussi le conflit postéro-supérieur. D'accord? Donc il y a trois zones, il faut savoir qu'il y a trois zones de conflit, mais le plus important, c'est l'antéro-supérieur, c'est la zone de conflit la plus importante. Maintenant, on va parler, mais c'est ça, la théorie dégénérative. Théorie dégénérative, c'est ischémie. Pourquoi il y a ischémie? Hypovolumie. Pourquoi il y a hypovolumie? Zone critique. Donc, hypovolumie, ischémie, nécrose, rupture. D'accord? Donc, ce qu'il faut retenir, quand on parle de physiopathologie, ce qu'on doit retenir, qu'il faut évoquer ou mettre en évidence ces théories. Ces théories mécaniques, conflit, décrit par Mir, et la deuxième, théorie dégénérative, ça veut dire qu'il y a une hypovolemie. D'accord? Et là, on comprend bien que c'est à cause de ces deux causes, à cause de ces deux raisons, qu'on peut avoir une rupture. On peut avoir une rupture de la corde de rupture. L'anapath, donc c'est important. Le chapitre d'anapath, c'est ça ce qui nous permet, c'est ça qui va nous permettre de cerner la lésion, de cerner le problème. Parce qu'en fait, le problème, il y a deux problèmes dans la tête de la coiffe. Il y a le problème d'étendue, combien il est rompu, il y a une perte cambiale, et il y a la profondeur. Il y a deux choses. Ce tendon, il est rompu sur 1 cm, 3 cm, et est-ce que cette lésion est transfixiante? Quand on dit une lésion transfixiante, ça veut dire que toute l'épaisseur est prise. D'accord? Toute l'épaisseur est prise. Donc, c'est ça. Deux choses à prendre en considération. L'étendue et la profondeur. Donc, étendue, profondeur, tu as deux choses à régler. Tu as à régler la profondeur et là, tu as à régler l'étendue. Mais il faut savoir qu'il faut déjà voir le siège de la lésion. On dit que la lésion, dans 2 tiers des cas, on regarde du conflit. Donc, on regarde du conflit, ça veut dire sous l'acromion, ou bien la portion supérieure de la glène. Donc, c'est ça. Donc, il faut rechercher déjà le siège au niveau de ces zones-là.
Mais on dit que ça peut s'étendre en arrière. Ça veut dire, quand je dis ça peut s'étendre en arrière, ça veut dire qu'il y a une rétraction surtout. C'est la rétraction qui fait que tu as ça va vers l'arrière. Le type, donc, elle peut être longitudinale, transversale ou trapézoïde. L'étendue, bon, l'étendue, on s'est référé à la classification de Ronsat, qui est AT1, une perte inférieure à 2, AT2, entre l'étendue T2, c'est-à-dire entre D et 4, et le stade supérieur, c'est supérieur à 4, et ça devient massif et ça intéresse plus de 2 tendons. Là, pour les minuscules. Et là, si on fixe l'intérêt sur le tendon du long-biceps, c'est important aussi de voir son parcours. Est-ce qu'il est dans la gouttière? Est-ce qu'il est luxé? D'accord? Et là, donc est-ce qu'il est augmenté de volume? Ou bien il est sèche d'inflammation? Ça veut dire qu'on va rechercher le tendon du long-biceps. Est-ce qu'il est intact? Est-ce qu'il est rompu, carrément coupé? Ou est-ce qu'il est subluxé? Quand on dit subluxé, il est en dehors de sa gouttière. Nir, quant à lui, a proposé une classification. Une classification qui comprend 3 stades. Tendinite aiguë réversible, tendinopathie chronique, ça veut dire que ça rentre dans la chronicité, et tout ça, la tendinite et la tendinopathie, même si elle est chronique, il n'y a pas de rupture. Mais quand tu as le stade 3, ça veut dire qu'il y a carrément la rupture. Ça veut dire que là, je considère que la rupture a entraîné, ou la tendinopathie, avec le temps, les classifications, ont entraîné par hypersollicitation, ils ont entraîné une rupture parce que c'est un tendon qui est fragile. Ça a commencé par un appel aigu, puis chronique, et ça s'est terminé par une rupture. Il y a là une classification arthroscopique qui va du stade de 0 à 4, donc le stade 0. Là, ça parle surtout, ça parle pas d'inflammation, ça parle pas de tendinite ou de tendinopathie chronique, ça parle de rupture. Parce que pourquoi? Parce que tu vas faire de l'arthroscopie, tu es censé avoir eu des documents qui stipulent ou qui parlent d'une rupture. D'accord? Qui parlent d'une rupture, ça veut dire que tu es allé dans l'arrière-pensée que tu vas trouver une rupture. Mais quelle rupture tu vas trouver? Tu as une rayure, ça veut dire qu'il y a une rayure, il y a soit une rupture partielle ou une rupture complète qui est inférieure à 1 cm ou supérieure à 1 cm. Donc quand il s'agit d'arthroscopie, ça veut dire qu'on est en phase de rupture, on n'est pas en phase de tendinopathie chronique ou aiguë. La classification de Walsh, et là, il met en évidence ou il ressort la notion de classification. Il fait ressortir la notion de classification. Parce que on a l'habitude déjà à l'arrière-pensée. L'arrière-pensée, on fait une radio de l'épaule. Le gars, il n'a pas les digémales au niveau de l'épaule. Là, tu fais une radio, la première des choses, et tu vois qu'il y a un dépôt calcique. Un dépôt calcique recherché généralement au niveau du trochiter. Tu vois de la calcification au niveau du trochiter. Et là, ça te donne une idée, du problème. L'idée du problème, ça veut dire qu'il y a un problème de la coiffe des rotateurs. Et cette calcification est due à des microtraumatismes, à des hématomes, à répétition, hématome, microtraumatisme, inflammation, qui fait qu'il y a une classification de cette zone-là. Et il va préciser qu'il y a une tendinopathie il n'y a pas de débat, il va placer en tendinopathie qui n'est pas ni calcifiée ni rompue, mais il y a aussi les tendinopathies calcifiées, mais pas rompues. Il y a de la calcification, mais le tendon il est intact. Là, il va faire une classification à 4 cas, d'accord? Classification homogène contour net, classification hétérogène à contour net. Les classifications sont contour net. Donc, il y a les classifications d'insertion de petite taille. D'accord? Mais ça reste toujours
Ces classifications, elles sont là, avec contour ou sans contour, c'est des classifications à retenir, d'accord? Et là, il n'y a pas de rupture. Mais quand on a la rupture, là, il y a une association des deux. Il y a une rupture partielle, superficielle, intratondineuse ou profonde, calcifiée. On a des ruptures transfictionnelles calcifiées. Et on a aussi des pathologies de l'ambiceps calcifiées qui est soit luxée, soit rompue, soit siège de tendu. Donc, la Roche a fait ressortir la classification. La classification sur toutes ses formes. Classification avec rupture ou classification sans rupture. Il y a aussi une autre classification de Condal. Là, il fait une classification arthroscopique des tendinopathies du long biceps. Et là, le stade 1, son aspect est normal. Le stade 2, aspect en fibrose, avec respect de la continuité, n'est pas rompu. Et le stade 3, il y a une dissociation des fibres, c'est-à-dire qu'il y a une rupture partielle, donc il y a un respect de continuité. Et le stade 4, carrément, il y a rupture de ce tendon du long biceps. Et donc, quand on fait un scanner, on voit que la litière, c'est important, on voit que la litière, elle est vide. D'accord? Là, c'est le stade ultime. Ah là, et là c'est la plus intéressante, la classification de Boutalier. Parce que nous, c'est sur cette classification qu'on se base le plus, c'est la classification de Boutalier. Qu'est-ce qu'il fait Boutalier en faisant le scanner, le TDF, il voit qu'il y a transformation de cette masse musculaire en graisse. D'accord? Et l'avantage avec le scanner, on peut quantifier la graisse. C'est le scanner, on peut voir la quantité graisseuse présente dans un muscle. Et là, de ce point de départ, on a Boutalier à établir une classification qui va préciser cette transformation musculaire en masse graisseuse. Et là, ça va de faire de 1 à 4, de quelques dépôts de graisse, dans le général, c'est pas de graisse, va de quelques dépôts de graisse jusqu'à plus de graisse que de muscle. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus de muscle. Il est transformé carrément en graisse. D'accord? C'est le stade ultime. Ça veut dire qu'il reste plus rien. La classification de Heyman, ça c'est une classification arthroscopique. La classification d'Heyman, c'est une classification arthroscopique qui va préciser les ruptures partielles. Il va mettre en évidence les ruptures partielles. Rupture partielle de type de grade A, rupture partielle de moins de 3 mm de profondeur. Là, parce que là, regardez, on a parlé de l'étendue. Et là, cette classification va plus parler de profondeur. Parce qu'il ne suffit pas de quantifier l'étendue tout en oubliant la profondeur de la tête. Et ce élément va nous, même s'il s'agit d'une rupture partielle, dans le sens c'est une rupture partielle qui n'est pas inquiétante, mais elle est inquiétante par son profondeur, elle est profonde, parce que ça veut dire que ça peut il y a une communication avec l'articulation. Donc, il y a la rupture partielle de moins de 3 mm, la profondeur entre 3 et 6 mm, et la profondeur supérieure à 6 mm. Donc, tout ça, donc, Heyman va nous préciser cette notion de profondeur, parce que ce qui dit profondeur, ça veut dire qu'il y a une communication, ça veut dire que si tu fais un arthroscanner ou un arthro-IRM, tu vas avoir une fuite de produit. Donc, ensemble, vous allez en fait retenir ces quelques classifications. D'accord? Vous
allez retenir cette quelques informations. Il faut savoir qu'il y a les classifications. Il y a les classifications arthroscopiques, il y a les classifications non arthroscopiques, il y a les classifications qui précisent l'étendue, et il y a les classifications qui précisent la profondeur. L'étude clinique, elle est très importante. L'étude clinique, parce que c'est là, vous avez le malade, il vient avec la douleur qui est le même symptôme. Il dit que j'ai mal au niveau du moignon de l'épaule, elle irradie vers le bras, elle irradie vers le bras sans dépasser le coude. Donc, l'intensité, on a dit que ça va de la simple douleur jusqu'à l'épaule pseudo-paralytique. Ça veut dire que le contact de la douleur, il a vraiment consommé. Maintenant, c'est le muscle qui est défaillant. Ce n'est pas la douleur, parce que plus rien, il n'y a plus rien. Il y a l'inflammation. Parce que pourquoi il y avait de la douleur? Il y avait de l'inflammation. Il y avait la boucle séreuse. Il y avait une réaction. Maintenant, il n'y a plus rien. Tout a disparu. Quand on t'ouvre, tu ne trouves plus rien. Toute la boucle séreuse, elle s'est ratatinée. Il n'y a plus de douleur. Mais qu'est-ce qu'il y a le plus là? Il n'y a plus de muscles. Ça veut dire qu'ici, il n'y a plus de muscles, il n'y a plus de mouvement. Ça veut dire qu'il y a le stade ultime, c'est pas de douleur, mais pseudo-paralytique. Il ne peut même pas surlever le bras. Bon, il dit qu'il y a rarement de... il y a la raideur, le ressaut ou la raideur. Quand je dis raideur, ça veut dire qu'il y a de l'arthrose. Ça veut dire qu'il y a l'arthrose qui s'est installée. Et quand je dis le ressaut, ça veut dire qu'il y a une instabilité. Donc, l'instabilité, il y a rarement une instabilité associée. Ça veut dire qu'il n'y a pas de ressaut. Et l'arthrose, c'est le stade ultime qui va donner en quelque sorte la raideur. À l'inspection, normalement, le moignon de l'épaule va parfois augmenter de volume, mais parfois il n'est pas augmenté de volume. Ça veut dire que parfois il y a une augmentation, soit il n'y a pas d'augmentation, ou carrément il y a une amyotrophie. On voit que le deltoïde, parce qu'un stade ultime, ça veut dire qu'il ne fait pas de mouvement, et le muscle n'est pas sollicité, ça veut dire qu'il y a une amyotrophie. La palpation, on va rechercher des points douloureux. Antérieur au niveau du sillon deltopectoral, en externe sous l'acromion, supérieur là au niveau de l'acromion claviculaire, et là au postérieur à l'insertion du trapèze. Donc on va rechercher des mouvements. La mobilité, quant à elle, il faut toujours rechercher la mobilité passive. Vous demandez aux patients de faire des mouvements. Tous les mouvements, à savoir la rotation externe, interne, abduction, adduction et l'antépulsion, rétropulsion. Et vous allez apprécier le difficile. Quant à l'actif, d'accord, vous allez aussi refaire tous les secteurs de mobilité, à savoir la rotation, les rotations, les abductions. Et là, aussi, étudier, faire un testing musculaire. Faire apprécier le testing musculaire, voir côté ce muscle, il est côté à combien, surtout même pour le grand pectoral et le grand dorsal. Vous allez faire un testing musculaire de tous les muscles de l'épaule. Donc on dit que cette perte de la mobilité, là tu es orienté. Déjà tu es orienté. Tu es orienté. Je dis que je ne peux pas faire la mobilité de l'épaule, mais ça ne te donne pas le droit de dire que c'est une lésion de quoi. Tu vas dire que peut-être que c'est une paralysie du deltoïde, parce qu'il ne peut pas faire ça. Déjà, son nom est pseudo-paralytique. Déjà, tu vas penser, même au rachis cervical, pourquoi il ne peut pas faire ça? Bon, il a de la douleur, et même au stade de pseudo-paralytique, il n'a plus de douleur. Il dit que j'avais la douleur, maintenant j'ai plus de douleur, mais ce qui m'embête le plus, c'est le fait que je ne puisse pas faire la l'adduction. Là, tu vas penser à une lésion du deltoïde, mais ça va t'orienter. Mais toujours à l'esprit que ça peut être une lésion de la cloison. Maintenant, il faut chercher l'arc douloureux. L'arc douloureux, c'est quoi? C'est que le patient, quand il fait l'adduction, entre, par exemple, 0 à 120, à un secteur entre, par exemple, 60 et 120 degrés, il a mal. D'accord? Et surtout dans la descente. Là, il a mal, donc il dit que j'ai mal. Et là, ça te conduit un peu.
ça t'oriente un peu. Oui, il a mal, il n'a pas mal entre 0,60, mais il a mal entre 60 et 120 degrés. Là, ça te donne à réfléchir et tu dis que peut-être il y a une notion d'accrochage. Il y a une notion d'accrochage, ça veut dire qu'à un moment donné, le muscle va s'accrocher avec l'acromion. Il va s'accrocher avec l'acromion et ça explique un peu dans l'histoire de rotation externe, parce que le tronc nucléaire, il va buter contre l'acromion à 90, donc il faut qu'il y ait une rotation externe pour que ça dégage et qu'il puisse faire là. Donc il y a une notion de frottement, il y a une notion de conflit déjà, et c'est ça l'arc douloureux. L'arc douloureux te fait penser à une atteinte de la corde. Déjà tu es orienté. Maintenant, tu vas rechercher les gestes usuels, même bouche, même tête, même dos, et là le gars, peut-être à cause de ses problèmes de rotation, surtout de rotation externe, là, il a du mal à les faire. Et il y a aussi, tu vas lui demander de faire le signe du clairon. C'est quoi le signe du clairon? C'est quoi le signe du clairon? Donc le patient, il porte la main, il va porter la main à sa bouche. Il porte la main à sa bouche, mais à un moment donné, il ne peut pas l'atteindre par, entre parenthèses, par. Il fait quoi? Il va surélever son coude. Il va surélever son coude, et dans ce cas-là, il peut atteindre, il peut mettre sa main sur sa bouche. Qu'est-ce qu'il ne pouvait pas faire? Il ne pouvait pas faire la rotation externe. C'est à cause, parce qu'il ne peut pas faire la rotation, parce que pour faire la même bouche, il faut faire quand même une rotation externe. Parce qu'il ne peut pas faire la rotation externe, il va surélever son coude. Il va aider le mouvement par son coude. Tout ça, c'est en faveur des déficits de mobilité. Il faut savoir, quand on dit parlez, donnez-nous les éléments péjoratifs d'une lésion tendineuse, tu vas dire oui, mobilité active, mobilité passive, mais aussi arc douloureux, geste usuel et signe du clairon. C'est très très important. C'est ça ce qui t'oriente vers un déficit de mobilité. Clairon pour la rotation externe, arc douloureux, ça t'oriente vers le signe du conflit, avec les signes du conflit et le frottement, et aussi les gestes usuels, parce que pour faire des gestes usuels, tu vas faire des rotations. D'accord? Rotation interne, rotation externe. Là, c'est pour les problèmes rotatoires. Maintenant, le problème de mobilité. Maintenant, on va voir les trucs les mouvements de conflit. Maintenant, on va rechercher les mouvements de conflit. Les mouvements de conflit, vous allez demander au patient en rotation interne, pronation, vous allez lui demander de faire aussi une surélévation. Et là, ce mouvement, cette douleur qui réapparaît. Pourquoi il y a une douleur quand il fait ça? Toujours à cause de ce conflit. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait généralement un cesse de nier. On va y arriver, cesse de nier. On va injecter le produit anesthésiant de l'axilo, et on voit que cette douleur, au test de nier, elle va disparaître. C'est-à-dire que la douleur est due à un problème de conflit, un problème de frottement. Là, on va parler des signes de conflit. Quand on parle par exemple de Hawkins ou bien de Yoko, là, c'est des signes de conflit. C'est des signes de conflit. Ça veut dire que là, tu ne sais pas quel est le muscle atteint. Tu ne sais pas quel est le muscle atteint. Est-ce que le supraspinatus ou l'infraspinatus? Tu ne sais pas. Une chose est sûre, ce que tu sais, c'est que il y a un problème, il y a un conflit, d'accord? Yoko, quand on peut parler de hockey, c'est le début, le sujet, il est assis, on élève, il y a élévation, il est assis, il y a une élévation à 90, le coup de fléchis à 90, et qu'est-ce qu'on fait? On fait une rotation interne.
rotation interne, on abaisse passivement le bras, et là, ça réveille une douleur. Ça veut dire que le sujet a un problème de conflit. Il y a un frottement entre le muscle et cette goutte acromioclaviculaire. Yukon, quant à lui, il met le bras debout assis ou debout assis, il met la main sur, on veut examiner par exemple l'épaule droite, il met la main sur l'épaule gauche, et une élévation active. Donc, tu lui demandes autant de résistance, tu lui demandes d'élever le coude, et là, ça révèle aussi une douleur. Tout ça, c'est des signes en faveur d'un conflit. On ne sait pas quel muscle. Donc, on a le NIR, rotation externe, rotation sur élévation à 120 degrés. On a le Hawkins, qui est coude fléchi sur élévation à 90, coude fléchi à 90, rotation du bras, réveil, douleur. Et le Yukon, la surélévation active du coude entraîne une douleur. Tout ça parce qu'il y a, en faisant ces tests-là, on fait comme ascensionner la tête. Et il y a le conflit. Maintenant, on va chercher des tests spécifiques. On sait qu'il y a un conflit, mais quels sont les muscles atteints? On va commencer par le jog. Que si je jog, je pousse vers le bas, abduction, rétropulsion, ventilation et rotation interne, et on va lui demander de surélever le bras, prendre résistance. Là, tu vas lui demander de faire monter, et toi tu abaisses, et là, s'il y a douleur ou faiblesse, surtout faiblesse, là, vous allez penser au supraspinatus. D'accord? Le test de job. Là, c'est examinateur. Donc, il y a une abduction à 90, on devrait dans tout ça. Il y a le rotation intermaxillare. Et là, pousse vers le bas. Et on lui demande toi, tu abaisses, et il fait remonter son bras. Et là, tu vas réveiller une faiblesse. D'accord? Une faiblesse ou carrément une douleur. Et tu diras qu'il y a une attelle du supraspinatus. Il y a le test de Gerber. Le test de Gerber, quant à lui, il va explorer le sous-scapulaire. Et là, il fait la main, il met la main derrière le dos. Il met la main derrière le dos. Et tu lui demandes de rapprocher le bras vers le dos, et toi tu l'empêches. Tu l'empêches de rapprocher le bras vers le dos, et là tu vas aussi réveiller une douleur. Là, ça signe une attelle, soit une faiblesse, surtout une faiblesse, de ne pas faire ce mouvement. Là, tu penses beaucoup plus à une lésion du sous-scapulaire. Maintenant, le pat, carrément, le patient il est à 90 degrés d'abduction, d'accord? Et il est aussi coude fléchi à 90, et tu vas demander le sujet de mettre le bras en arrière. Il pousse le bras en arrière et contrarier. Et toi, tu vas l'empêcher. Il fait ça, et toi, tu vas l'empêcher à 90, coude fléchi à 90, et tu vas l'empêcher de faire le mouvement arrière ou rotation externe. D'accord? Et là, tu vas avoir une lésion du infraspinatus, et là, tu as soit la douleur, soit la faiblesse. Il n'y a pas que la douleur. Parce que nous, on est toujours orienté vers la douleur. Est-ce que tu as mal? Non. Il ne faut pas chercher que la douleur, il faut chercher la faiblesse aussi. Et ça nous amène à faire un testing musculaire. Et c'est avec un testing musculaire que tu vas mieux préciser cette faiblesse. Tu vas même la quantifier. D'accord? De 0 à 5, tu es sûr que tu as une faiblesse musculaire. Maintenant, c'est le Palmer test.
carrément, et on a le bras en supination, et on va avoir une célébration antérieure du bras, là, une atteinte du long biceps. Soit faiblesse synonyme d'une rupture, soit douleur synonyme de la tête inflammatoire. Donc, toutes ces manœuvres, il faut qu'il y ait un testing musculaire. Un testing musculaire, pour la seule raison que tu me parles de faiblesse, oui, je suis d'accord, tu dis que ce mouvement est faible, mais il est faible à combien de faiblesse? C'est quoi son testing? Est-ce qu'il a 2, est-ce qu'il a 5? Tout peut être chiffré. Maintenant, il ne faut pas écarter l'histoire du rachis cervical. Les atteintes du rachis cervical peuvent donner ce tableau de lésions musculaires ou pseudo-paralytiques, d'accord? Mais il faut savoir une chose que là c'est important, parce que nous on a tendance à tout dire. Donc si on a une époque pseudo-paralytique par exemple, et le gars, on lui fait un rachis cervical, on trouve qu'il y a des osteophytes, il faut faire la différence, la part des choses entre la lésion d'origine rachidienne d'une lésion d'origine musculaire épaule. Il faut savoir que dans le cervical, tu as plus la fatigabilité musculaire, tu as plus l'engourdissement, tu as plus de fourmillement, d'accord? Tu as plus de lourdeur, tu as une lourdeur dans le membre. Et ça peut t'orienter un peu vers cette histoire de pathologie cervicale. Mais toujours est-il, il faut écarter ce problème cervical et puis se focaliser sur le problème de l'épaule. Se terminer dans l'examen clinique par l'examen général et ostéo-articulaire. Maintenant, pour l'imagerie, il faut faire le complet radiologique, à savoir faire une radiographie de face en rotation nette, en rotation externe, en rotation interne, et un profil de l'AMI. Pourquoi le profil de l'AMI? Pourquoi on fait le profil de l'AMI? Pourquoi on fait le profil de l'AMI? Pour voir la forme brachionienne. Oui, aussi. Bon, c'est pas très appréciable de l'espace aussi. Mais on peut apprécier l'espace sur une face rotation neutre. D'accord? Ça ne fera que confirmer. Surtout, voir la forme de l'acromion. C'est très important. Donc, étudie la forme de l'acromion. On va rechercher aussi les ostéophytes au niveau de l'acromion. On va rechercher aussi les classifications. Rappelez-vous, la classification de Roche. Les mesures. Donc, on va mesurer cette distance entre la tête humérale et l'acromion. Cette distance-là, elle varie entre 6 à 14 mm. Et si cet espace-là est inférieur à 6 mm, on dit qu'il y a une ascension de la tête, c'est-à-dire qu'il y a une faillite musculaire. Et ça retentit sur quoi? Ça retentit sur une rupture du centre homoglénoïdienne. C'est-à-dire que tu as comme une ascension de la tête vers le haut. Donc tu dois rechercher. Oui. Quelle incidence la hauteur de la rotation interne. Ça, c'est rotation. Pour la face couchée. Oh, là, très important. Pourquoi? Debout, parce que peut-être tu seras appelé à faire un Leclerc. D'accord? Un test de Leclerc avec un poids. Ah là, et ça te permet aussi, tu ne peux faire que en position debout. D'accord? Et là, tu vas apprécier cet espace, parce qu'on va voir les cas de figure. Parce que c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Tu as inférieur à 6, c'est bon, tu as une lésion de foie, tu vas compléter dans une échographie. Mais là, des fois, tu as des cas de figure où c'est du borderline, c'est-à-dire que tu es à la limite de cet espace-là. Et là, tu dois faire des tests dynamiques, à savoir la manœuvre de Leclerc. On va voir que, et avec ça, tu vas apprécier cet espace. Donc, il y a des signes flagrants de rupture, qui est ascension de la tête, diminution de l'espace qui est inférieur à 6, et aussi la rupture du centre homohuméral. Il y a des signes d'atteinte de la croix, à savoir la calcification,
Et dans ce cas-là, l'ami, il est intéressant de le faire, d'accord? L'ami, il est intéressant. Et dans ce cas-là, il est négatif. Il y a des signes indirects. L'espace acrominéral, il est normal. Tu as des microgéotes. Regarde, c'est là où le cas de figure, c'est là où on doit faire un Leclerc. Dans ce cas de figure, c'est-à-dire qu'il y a un espace qui est normal. Il y a des microgéotes et des calcifications au niveau du trochitaire. Et sur le profil de l'ami, on va voir qu'il y a un gros bec acromial. Ça veut dire qu'il y a de la douleur, il y a les cycliniques qui sont là. D'accord? Là, tu vas un peu fouiner dans la chose et rechercher cet espace-là, cette réduction de l'espace, par un test de Leclerc. C'est une manœuvre dynamique, c'est une rotation neutre, abduction, contrariée à 20 degrés. Donc, et là, tu vas entraîner en quelque sorte tu vas diminuer cet espace par cette manœuvre de Leclerc. D'accord? Et c'est ça. Donc, il y a toujours des recherches à faire. Ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas un espace clair. Donc, il y a un faisceau d'éléments qui vont conduire vers dire que, oui, effectivement, il y a une atteinte des muscles de la courbe. Tu as fait tes radios, tu as peut-être eu un espace réduit, que tu as fait ton Leclerc, ça c'est encore réduit encore davantage. Là, tu dois faire des examens complémentaires, l'échographie, qui est considéré quand même comme un examen très 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 intéressant. Et ça permet déjà de te donner le diagnostic du tendinite en appréciant l'épaisseur qui est généralement augmentée de volume en cas d'inflammation, et il permet aussi de détecter des atteintes, à savoir des lectures. Donc, il permet et de faire le diagnostic et de faire aussi des suivis thérapeutiques. L'arthrographie, bon, il était un examen de choix, mais ça quand même, il peut nous donner des éléments parce que vous allez injecter un produit de contraste. Et qu'est-ce qu'il y a? Il y a que quand tu as une lésion en construction, c'est-à-dire que tout le tendon qui est pas rompu, mais toute la profondeur du tendon, elle est atteinte, là tu peux avoir une fuite du produit de contraste. D'abord, si tu as le produit, et là il y a un examen, il n'est pas à la portée de tout le monde, mais qui peut remplacer ce qui est l'arthro-IRM, par exemple. L'arthro-IRM, il est très intéressant de le faire pour avoir ces fameuses fuites de produits. Donc, on a une fuite de produits, ça veut dire qu'il y a atteinte des muscles de l'arthrose. Il y a aussi l'arthroscanner. L'arthroscanner sans produit, déjà sans produit de contraste. À cause de la dégénérescence graisseuse, on peut déjà quantifier l'atteinte ligamentaire. Combien il y a atteinte de combien? Est-ce que tous les muscles sont transformés en graisse ou il n'y a que quelques dépôts graisseuses? Et là, si on le couple à l'arthrographie, c'est-à-dire qu'on va faire un arthroscanner, là on aura déjà des fuites de produits. On aura des fuites de produits qui nous orienteront vers la réduction. Donc il y a fuite de produits de contraste, c'est-à-dire qu'il y a une atteinte ligamentaire, tendineuse. Donc l'IRM, il est aussi intéressant parce que là, carrément, il permet d'objectiver des lésions, des ruptures des tendons de la croix des rotateurs, mais on a dit qu'on peut aussi coupler cette IRM à l'arthrographie. On aura une arthro-IRM qui va aussi objectiver des fuites de produits. Donc s'il y a de l'arsenal d'examens complémentaires, l'arsenal des examens complémentaires, on peut aller de l'échographie, le scanner, l'arthrographie, mais si tu as l'arthroscanner,
scanner, c'est encore meilleur. IRM, et si tu as l'arthro-IRM, c'est encore meilleur. D'accord? Parce que ça couple les deux principes de vision-évidence, c'est-à-dire voir déjà la lésion et apprécier la fuite du produit. La fuite du produit, ça veut dire qu'il y a une lésion transfixion, c'est-à-dire qu'il y a passage. Il y a passage du produit à travers le tendon. Le traitement. Donc le traitement, non plus, il doit tenir une épaule stable, indolente et mobile. Il ne faut pas occulter le traitement médical. Parce que le traitement médical, il est très important. Surtout au stade du tendinite, tu peux la traiter médicalement. C'est-à-dire que lui préconiser un repos. Parce que, rappelez-vous, le problème c'est l'hypersollicitation. Il y a un conflit, et toi, tu exagères avec une hypersollicitation, une femme qui travaille beaucoup, les tâches ménagères, elle surélève beaucoup le bras, et là, il faut diminuer en quelque sorte ces activités. Et là, associé à un traitement médical qui est fait de d'AINS et des fois d'efficacité de corticoïdes. Donc, pour la rééducation, elle a aussi son niveau d'intérêt parce que, comme je le dis toujours, ça renforce. Il faut qu'on renforce la rééducation, c'est le but de la rééducation. Oui, comment? Abaisser la tête. Et là, quand tu abaisses la tête, tu vas mettre en repos les muscles de la colonne lombaire. Et qui sont les abaisseurs de l'épaule? Généralement, par exemple, le grand pectoral, c'est un abaisseur qui va entraîner aussi, qui va abaisser la tête et il va mettre en repos ces muscles-là. La chirurgie. Donc la chirurgie, pour entrer dans le couloir de la chirurgie, il faut avoir déjà un bon bilan préopératoire. Parce qu'il faut avoir en tête ce que tu dois faire. Est-ce que tu dois agir dans l'étendue? Est-ce que tu dois agir dans la profondeur? Est-ce que tu as une lésion partielle? Est-ce que tu as une lésion totale? Est-ce que tu as des rétractions? C'est très important. Est-ce que tu as des rétractions ligamentaires qui non seulement te dictent la dicte, mais aussi te dictent la voie d'abord? Par quelle voie aller pour régler ce problème ligamentaire? Donc, il est intéressant de faire un bon bilan préopératoire. Donc, et là, il faut prendre en considération des éléments. Les éléments, quels sont déjà l'âge du sujet. Est-ce qu'il a une grande activité quotidienne ou bien il est sédentaire, inférieur? Et là, le taux de la dégénérescence graisseuse, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a une grosse étendue, et aussi on a dit dans la profondeur. Donc, il faut, quel est le but de ce traitement? Déjà, rétablir l'anatomie de ce ligament. Il était rompu, on doit le réparer. Et aussi, il n'y a pas que ça, le réparer. Mais aussi, rappelez-vous qu'il y a une histoire de conflit. Rappelez-vous qu'il y a une histoire d'espace entre la boîte de rotateur et la voûte. Donc, tu dois rétablir aussi cet espace. Comment tu peux rétablir l'espace? Peut-être même faire une acromioplastie, par exemple. Donc, il ne faut pas agir que sur les muscles, mais aussi réduire ou rétablir cet espace qui est en fait réduit. Il est réduit. Initialement, tu as un espace inférieur à 6, tu as un bec. Tu as un bec acromial, déjà, tout ça tu dois régler. Donc non seulement tu dois réparer le tendon, mais aussi rétablir pour reconstituer cet espace. Donc, on
il a dit, le premier objectif c'est comment tu peux réparer, comment tu peux régler cette lésion en faisant la réparation, et comment tu peux régler l'espace en faisant par exemple une acromioplastie, c'est-à-dire faire des débridements, enlever ce qui est de trop. La voie d'abord, là, il y a la voie d'abord en épaulette, décrite par Max Hoglin en 1944. Cette voie en épaulette, comme ça, là, ça ne donne pas une bonne exposition sur la voie dérogatoire. Et là, la voie la plus utilisée, c'est la voie antéro-supérieure, qui était initialement décrite par Mattesi. Et il y a aussi la voie transacromiale. Carrément, on va casser l'acromion pour le réparer après. On va carrément casser l'acromion, casser, l'ouvrir, et tu as un long jour de l'endroit, tu répares ce qu'il y a à réparer, et puis on va faire une ostéosynthèse de cet acromion pour rétablir l'anatomie. Donc c'est un peu cher pays, mais c'est une voie qui est utilisée. Les gestes de décompression, quels sont les gestes de décompression? Déjà, il y a l'acromioplastie. L'acromioplastie, regardez là, cette portion-là, on voit le trait de l'osteotomie. L'osteotomie, là, l'acromion, elle occupe un espace de fond. Elle est responsable par un bec, par son bec, elle est responsable du conflit. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va quand même préparer le terrain en enlevant ce bec acromial. Mais ce bec acromial ne peut pas être enlevé tout seul. Il faut aussi enlever le ligament acromioclaviculaire, le lac. Il faut faire une résection du ligament acromioclaviculaire. Il y a même ceux qui enlèvent carrément le tiers externe de la clavicule. Et là, tu es sûr que tu n'as plus d'éléments qui vont frotter avec tes muscles de la voie. Donc, tu vas les réparer, certes, mais si tu ne les répares pas, tu vas faire du palliatif, mais tu seras sûr d'une chose, que cet espace-là est libre ou il est rétabli. D'accord? Il y a aussi les débridements. Quand on dit les débridements, ça veut dire que quand tu ouvres, tu vas trouver de la fibrose, que tu dois resséquer aussi. Tu vas trouver le bout distal, s'il est nécrosé, tu vas apprécier sa qualité, elle n'est pas vraiment sujette à une réparation, là tu dois enlever. Il y a aussi la bourséreuse. Rappelez-vous aussi de la bourséreuse. Toi, si tu trouves de la bourséreuse, et là, c'est elle qui est, en cas d'inflammation, la source de douleur. Là, tu dois resséquer aussi cette bourséreuse. Donc, du coup, tu vas enlever aussi des adhérences. Et par cette action-là, tu vas encore une fois, rétablir cet espace. Donc, acromioplastie, résection du ligament acromioclaviculaire, parfois même le tiers de la clavicule. Là, le lac, qu'est-ce que je dis? Ligament acromioclaviculaire, le lac, le ligament acromioclaviculaire, et tout ça parce que ça forme la tente. Tu as l'acromion, la portion horizontale de la boutique coracoïde, et tu as le ligament acromio-coracoïdien, et tu as l'acromion. Ce ligament-là, il faut le resséquer aussi. Il ne faut pas se contenter de resséquer que l'acromion, il faut aussi resséquer ce ligament acromio-coracoïdien. Et faire des débridements par la même occasion. Donc, là, tu es en face de ta lésion. Il faut savoir qu'une lésion a une portion distale qui est généralement liée au trochiter, mais généralement elle est ratatinée, elle est nécrosée, et tu as la portion proximale qui est attenante au muscle. Là, tu dois vraiment bien enlever, débrider, mettre en évidence déjà
cette portion proximale, quitte à libérer le muscle sur sa face postérieure pour que tu puisses entre parenthèses, le réamarrer, si possible, au trochiter. Maintenant, comment se fait les réparations? Comment se fait ça? Les réparations, bon, on va parler des réparations acellulaires. Les réparations acellulaires, quand on y va d'abord, tu fais ton acromioplastie, tu fais tes débrisements, et là, tu vas avoir en face cette portion du ligament à réparer. D'accord? Et là, on dit qu'il faut déjà bien le libérer et aussi aviver la portion trochitérienne. Il faut bien aviver la portion trochitérienne. Parce que tu vas faire quoi? Tu vas amarrer cette portion du tendon, tu vas l'amarrer au trochitère. Mais avant, il faut le raviver. Maintenant, il faut préférer les points en U sur les autres points. Il faut préférer les points en U sur les autres points, d'accord? Et on va faire des points transosseux, soit carrément on entre au niveau du trochitère par des points transosseux et réamarrer par un point en U, c'est ce tendon du muscle de la coiffe rotatoire. Mais sinon, on peut procéder à autre chose. On va utiliser des encres. On va utiliser des encres ou des clous que vous voyez là. C'est petit. On va utiliser des encres. Ces encres-là, ils sont enfouis au niveau du trochitère et par des points en U aussi, on va suturer cette portion proximale du tendon à l'encre ou au clou d'ancrage. C'est une manière de... Mais les points transosseux ont une supériorité sur les encres. Ils ont une supériorité sur les encres ou sur les clous. Il y a aussi un troisième procédé, c'est carrément faire une tranchée. Faire une tranchée au niveau du trochitère, comme on la voit ici, faire une tranchée carrément, et on va réinsérer, introduire carrément ce ligament au niveau du tranché et faire des points aussi en U pour amarrer ce tendon au trochitère. C'est l'idéal. L'idéal, c'est faire ça. C'est faire un amarrage du tendon lésé sur le trochitère. Soit par des points transosseux, soit par des clous d'ancrage, et soit en creusant une tranchée et carrément introduire cette portion du tendon à l'intérieur de cette tranchée. Il y a aussi, quand il y a une lésion fraîche, carrément une suture bout à bout de la portion distale à la portion proximale. Mais ce n'est pas toujours le cas, parce que généralement on opère les malades à un stade tardif où la portion distale, elle est gratifiée, fibrosée, voire disparue. Donc, tu n'auras pas cette occasion-là de faire du bout à bout. Mais ce que tu auras à faire, c'est carrément suture au trochitère par tes points osseux. Il faut se rappeler d'une chose. Favoriser les points en U à d'autres points. Deuxièmement, utiliser les clous d'ancrage ou les encres. Et troisièmement, essayer de creuser une tranchée où on introduit carrément le tendon à l'intérieur en se basant, en se s'aidant par aussi des points en U. Donc c'est ça, c'est ce qui fait, se fait, et là tout ça assez ouvert. C'est-à-dire qu'on aborde par le bas d'abord et on essaie de régler à la limite de possible ces lésions de la coiffe des rotations. Maintenant, tu es en face d'une rétraction musculaire, tu es en face d'une rétraction
musculaire et souvent on est presque en face de ces situations-là. C'est pas un tendon qui vient tout seul, là où tu peux le réparer ou le mettre dans une tranchée. Là, tu as carrément une portion qui est rétractée, et là tu vas être aidé par exemple, par le tendon du lombiceps, ou bien par le sous-scapulaire, ou bien par le sous-épineux, si tu as réparé le supra-épineux. D'accord? Donc, si tu as ces rétractions ou ces brèches, là, tu peux t'aider par les éléments voisins, à savoir, tu prends une portion du lombiceps, tu prends une portion du sous-scapulaire, tu prends une portion du sous-épineux, et là, tu vas comme être aidé par ces muscles-là, tu vas apprendre ces pertes de substance, tu vas les gagner ou tu vas les avoir par ces éléments. Là, c'est carrément, ça commence à rentrer dans le palliatif. Parce que quand le traitement, la réparation en elle-même n'est pas très possible, là, on fait appel à quoi? À des lambeaux. On fait appel à des lambeaux, par exemple la plastique du grand dorsal, ou la plastique du trapèze supérieur, ou bien le lambeau deltoïdien, ou bien le grand lambeau. Tout ça, pourquoi tout ça? Parce que ici, on fait notre acrobioplastie. On fait carrément, on va voir les grandes libérations de pâtes. Bon, on fait notre acrobioplastie, mais si tu ne combles pas cet espace par un muscle, là, cet espace-là va se rétrécir encore une fois. Donc, la nature a horreur du vide. Donc, on comble cet espace-là ou cette perte de substance tendineuse, parce que c'est dans le palliatif. Ça, c'est dans le palliatif. C'est-à-dire que tu ne fais qu'un geste palliatif. Tu ne vas pas avoir la mobilité d'avant. Tu vas même avec une bonne rééducation. Là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas combler cet espace-là par des lambeaux, et tu as le choix normal, et c'est pas toujours, nous, ce qu'on utilise le plus, c'est le lambeau deltoïdien parce qu'il est à côté. Tu n'as pas à aller voir pour avoir un lambeau. Donc, le lambeau deltoïdien, c'est le plus utilisé pour combler cet espace parce que tu seras en face d'une tête décoiffée. Une tête carrément, tu ouvres, tu as ni pour séreuse, ni rien du tout. Tu as que le trophitaire qui est là, dénudé, sans aucun muscle, et tu vas te retrouver avec un acromion avec un bec ostéophytique. Donc tu ne peux pas laisser les choses comme telles. Tu dois faire ton acromioplastie, ta résection du ligament acromio-coracoïdien, et tu vas aussi combler ce vide par le lambeau, les lambeaux, et surtout le lambeau deltoïdien parce qu'il est à côté. Là, il y a en cas d'une raideur, associée, là tu peux carrément faire des libérations, à savoir une libération de la face profonde du deltoïde, une excision des bourses, une section du lombiceps et résection de tous les reliquats de la poire des rotateurs. Le problème là, c'est pas un problème de mobilité. C'est beaucoup plus, c'est pas un problème de douleur ou d'inflammation, c'est beaucoup plus un problème de mobilité parce que le gars présente une raideur. Une raideur due à une arthrose là. Pour pallier à ça, tu dois libérer tout cet espace-là. Il y a aussi la grande libération de pâtes qui consiste en quoi? Toujours c'est du palliatif. Là, carrément, faire une acromiomectomie, c'est-à-dire qu'il va enlever toute l'acromion, il va réséquer aussi l'articulation acromioclaviculaire, réséquer le ligament acromio-coracoïdien, et là, c'est carrément nettoyer tout cet espace-là, parce que déjà, tu vas
avoir, il n'y a plus d'espace. Et aussi, tu vas régler aussi le problème de la raideur. Maintenant, il y a le chapitre du traitement par arthroscopie. Ce qui se fait d'ailleurs le plus ailleurs, ça se fait pas de façon fréquente en Algérie, on reconnaît, mais ce qui se fait de très fréquemment à l'étranger, c'est l'arthroscopie. Et là, l'hospitalisation est courte, le préjudice superficiel est moindre, il y a une diminution de morbidité à cause des personnes. Mais détrompez-vous, il y a beaucoup de récidives. C'est parce que tu as fait de l'arthroscopie, oui, c'est bien, mais rappelez-vous, je vous ai dit que les points tronçons et les tranchées sont mieux que les encres et l'ancrage et aussi les clous. Et c'est à cause de ça qu'il y a beaucoup de récidives quand on fait de l'arthroscopie. Bon, ça nous permet de faire tous les gestes nécessaires, à savoir la chromioplastie, mais ça reste quand même une cause de récidive, l'arthroscopie, une cause de récidive de ces problèmes d'arthroscopie. Donc, la tendinopathie, quand il s'agit de tendinopathie non rompue, le geste consistera à faire des acromioplasties, ça veut dire avec le Scherer, on va carrément nettoyer l'acromion, le réséquer complètement, réséquer ses becs ostéophytiques, faire on va enlever la synoviale et les bourses qui sont aussi le siège de douleur, et on peut aussi faire une résection du ligament acromio-coracoïdien. Donc, l'arthroscopie nous permet de faire ça, et en cas de rupture, situer une petite rupture de gomme. Parce rappelez-vous toujours, il faut déjà avoir un bon bilan préopératoire avant de se lancer dans les arthroscopies. Parce que rappelez-vous des rétractions musculaires, avec une arthroscopie, tu ne peux pas vraiment réduire ou avoir tout le muscle. Tu ne peux pas faire revenir plus avant parce que tu ne vas pas faire de grandes libérations et de grandes. Tu ne vas pas libérer le muscle pour avoir une meilleure prise. Donc, du coup, tu vas te limiter vers des lésions de petites ruptures. Donc, et là, tu vas utiliser les clous d'ancrage et les encres. Pour les tendinopathies, les indications maintenant. Pour les tendinopathies non rompues, le traitement médical bien conduit et bien prolongé, donc peut aboutir à un résultat quand même acceptable, associé à une bonne rééducation. Et là, si la douleur persiste, on peut déjà proposer des acromioplasties de lire. Mais là, il revient un peu sur cette histoire d'acromioplastie seule, donc il la font de moins en moins. Avant, on faisait pour une douleur, par exemple, pour une douleur de l'épaule, tu sais qu'il n'y a pas de rupture. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais la acromioplastie, mais si tu as une rupture associée, même partielle, il ne faut pas se contenter seulement d'une acromioplastie. Il faut toujours essayer de réparer. Et si tu as des calcifications, faire des résections ou d'exérèse de ces calcifications parce qu'ils sont peut-être à l'origine de la douleur. L'indication pour les tendinopathies rompues, donc rupture partielle sans calcification, on peut proposer des régularisations sous arthroscopie coccyale ouverte. Résection, déjà faire une résection de ligaments acromioclaviculaires et des acromioplasties. S'il y a une calcification, on va faire tout ça associé à une résection des calcifications. Donc, quand il y a une rupture totale, pour la rupture totale, il faut toujours faire la régularisation comme on a dit, et suture, mais toujours associé à une acromioplastie. Pour les larges ruptures, donc
si la tête elle est centrée ou encore si la rupture elle est là et la tête elle est centrée, on fait carrément une suture de cette lésion si c'est possible. S'il y a une dégénérescence, là c'est carrément l'espace il est diminué. Là c'est carrément le palliatif, c'est des gestes palliatifs qu'il faut faire parce que déjà, une fois que tu as un espace réduit qui est inférieur à 3, là c'est carrément le palliatif qui entre en jeu et tu n'auras aucun moyen de pallier à ce problème. En cas d'arthrose, là il faut aller vers l'arthroplastie totale, c'est-à-dire faire la prothèse totale de l'épaule. Inversé, bien sûr. Parce que tu n'as plus de poids. La conclusion, bon, c'est une lésion pouvant compromettre l'avenir fonctionnel du membre. Le traitement de la consommation reste quand même une bonne alternative pour prendre en charge ces types de lésions. Et ça nous amène à dire quoi? Pour qu'on termine, il faut prendre ces lésions précocement. Il ne faut pas attendre une année, 2 ans, 3 ans pour prendre en charge ces types de lésions. Donc il faut, si tu penses à faire une arthroscopie, pense à la faire de façon précoce et ne pas laisser les lésions évoluer.